Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. Cette web de la série Blitz va porter sur l'implication des équipes dans un projet de développement. On a fait l'autre partie, on l'avait appelée ergonomie, cette partie-là qui était en 2 sections, pardonnez-moi. Puis la première section a été faite par la STAS il y a plusieurs semaines. Vous y avez accès sur la plateforme Blitz, si vous ne l'avez pas écouté, qui était plus sur l'ergonomie des aménagements. Et là, c'est comment on implique notre équipe dans tout ça, parce que l'équipe est en général assez motivée par un nouveau développement, des fois trop motivée, des fois c'est un outil de motivation aussi. Donc, quand est-ce qu'on les implique, à quel niveau, comment on les implique, puis on va regarder ça ensemble, parce qu'il y a des étapes où c'est super intéressant de les avoir, puis d'autres où c'est pas très approprié d'avoir trop de monde impliqué parce que c'est très encadré, où il y a tellement de règles et de lois en construction puis en aménagement que ça fait plus des déceptions qu'autre chose. Donc, on part ça, je vous pars la présentation. Puis, s'il y a des questions en cours de route, n'hésitez pas, vous pouvez en écrire dans le chat ou à la fin, là, on ouvrira les micros, puis vous pourrez prendre parole. En attendant, si vous voulez fermer vos micros, ça serait pas mal le fun, puis on part le partage. Est-ce que, Isabelle, vous me voyez la binette sur le partage? Oui. Parfait. Good. Donc, impliquer son équipe. L'objectif aujourd'hui de la rencontre, c'est de connaître les règles qui encadrent la construction. On a parlé souvent, je vais laisser Isabelle faire entrer les gens qui s'ajoutent. Je pense qu'Isabelle, tu es capable de le faire. Oui. OK, c'est bon. Excellent. Donc, d'abord, reparler des différentes règles qui encadrent la construction ou un développement. Je parle de construction, mais ça peut être un agrandissement. C'est tout ce qui va toucher le bâtiment. Il y a un paquet de règles qui encadrent ça, puis qui ont préséance sur vos envies puis l'envie de vos équipes. Donc, il faut les connaître, ne serait-ce que de les aborder quand on travaille avec l'équipe. Ensuite, on va parler des différents niveaux d'implication. Qui on implique, quand et comment, et pourquoi aussi. Pour le but, c'est quand même de diminuer les frustrations, d'éviter les erreurs. Donc, on va parler des erreurs à éviter. Puis, finalement, découvrir les activités puis les méthodes pour les impliquer. On va parler de 2 méthodes, dont une qui est super intéressante. Je vais donner un exemple d'un projet qu'on a fait qui a amené ça à un autre niveau, qui a beaucoup impliqué les équipes, mais qui est allé solutionner un vrai problème, alors que le problème initial qui avait été nommé n'était pas ça. Vous comprendrez un petit peu plus tantôt dans la présentation. Le gros morceau, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui encadre le développement? Qu'est-ce qui encadre une construction? Donc, il y a déjà la loi et le règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Puis, je vous ai mis ici quel article de loi puis quel article du règlement touche le développement. C'est ici qu'on va venir spécifier la superficie des locaux. Elle est de combien par enfant? L'aire de jeu extérieure. C'est aussi ça qui va permettre au ministère de calculer le programme de financement des infrastructures. Ces règles-là qu'il met. Est-ce qu'on a le droit à un bureau ou pas de bureau? Tout ça, c'est dans la loi et le règlement. Donc, que vous vouliez des locaux plus gros, c'est rare qu'on les veut plus petits, mais j'allais dire, ou plus petits, vous pouvez pas tellement, vous devez vous conformer. Donc, les éducatrices, souvent, vont dire, bon, ben moi, mon plus grand irritant, c'est que mon local est trop petit. Mais si le local répond au ratio d'enfants qu'il y a, c'est ça la superficie. Il faut essayer de voir comment on peut, à ce moment-là, aménager ou jouer dans l'espace autrement. Ensuite de ça, il y a le programme de financement des infrastructures que vous devez maintenant connaître, en tout cas au moins de nom, le PFI. Tu as autant les règles administratives que budgétaires qui, ça aussi, va venir encadrer le développement. Puis je vous les nomme et je vous les rappelle parce que vous êtes peut-être tout nouveau là-dedans, mais également, vos éducatrices, les membres de votre CA, les partenaires que vous avez ne connaissent probablement pas ça. Donc, une bonne idée, c'est de leur fournir ces documents-là puis de leur dire, bien, voyez tout ce qui encadre notre aménagement.
Ensuite de ça, il y a le guide pour l'aménagement d'une installation où sont fournis les services de garde qui a été publié par le ministère de la Famille. Je vous ai mis 2 liens, puis on mettra aussi ces documents-là disponibles là, directement à télécharger sur la plateforme web avec le Blitz. Mais le premier document, c'est celui qui est d'actualité, c'est celui que le ministère en ce moment utilise, qui vient aussi dire, bon, ben, vos plafonds doivent être au minimum à telle hauteur, les fenêtres doivent être ils viennent reprendre la loi et le règlement et l'expliquer et l'imager. Le deuxième document, c'est un document qui est plus utilisé, mais qui était encore un peu plus imagé pour comprendre comment installer ou construire un bâtiment. Moi, je l'utilise encore comme référence. Des fois, j'envoie des images à un architecte ou à un ingénieur pour dire, ben, c'est ça la réalité. Je vous l'ai mis, même s'il n'est plus en référence sur le site du ministère, je trouvais qu'il était bien fait, puis je l'ai écarté. Donc, ça, c'est la partie ministérielle. C'est la partie, votre financement vient du ministère, les règles du ministère sont appliquées, il y a le guide, il y a les lois, le règlement. On commence à plus connaître ça. Mais il y a toute la partie maintenant, on construit un bâtiment. Il y a des lois sur la construction, il y a des lois sur, le bâtiment, la sécurité dans les édifices publics. Vous êtes un bâtiment commercial, vous êtes un édifice public, vous avez des normes à appliquer. Ça pourrait être des normes liées aux sorties d'évacuation. Puis, quelqu'un va dire, mais c'est pas pratique, il y a des portes à tous les couloirs. Mais vous avez peut-être pas le choix. La superficie du bâtiment, le nombre d'étages va venir encadrer ça. Donc, tous les projets ne sont pas pareils. Si on construisait le même bâtiment partout, oui, ce serait tout le temps la même règle. Mais, par exemple, on parlait sur un dossier dernièrement des règles liées au gicleur. Est-ce qu'on a besoin de gicleur ou non? La plupart du temps, dans un CPE, on n'a pas de gicleur. Par contre, si vous vous retrouvez dans une municipalité ou si on est, par exemple, dans une grande ville, puis on a un bâtiment collé sur un autre, on est mitoyen et on a 3 étages ou plus, bien, ça se peut que le règlement de sécurité dans les édifices publics qui touche les gicleurs s'applique à vous. Donc, puis là, je parle de petits détails, mais ce qui est des superficies, ce qui est des sorties d'évacuation, des couloirs, d'ouverture des portes, en quel sens, tout ça fait partie de ces lois et règlements. Ensuite, il y a le code de la construction qui, lui, va venir plutôt encadrer des pratiques de la construction sur l'enveloppe, sur l'ossature, sur les entrées d'eau, sur tout ça. Puis je nomme l'entrée d'eau, mais il y a un autre code qui vient, c'est le code sur la plomberie et le code sur l'électricité. Donc, on pourrait dire, ben, moi, je veux 3 prises électriques sur mon comptoir. Ben, comme je suis à proximité d'une source d'eau, j'ai quelque chose que j'ai à faire, que l'électricien doit mettre en place. Donc, entre le rêve qu'on a puis la réalité, sachez qu'il y a tout ça qui vient avant notre rêve ultime. Et finalement, il y a le règlement sur les équipements destinés à l'usage du public. Vous voyez que ça en fait tout un paquet. On rajoute à ça le guide d'ergonomie de la STAS qu'on vous a présenté il y a quelques semaines puis qui est disponible sur la plateforme de Blitz. Ça, c'est pas une obligation, c'est pas une loi, c'est pas un règlement, mais ce guide-là a été pensé pour diminuer les accidents de travail. Votre milieu est sensible à ça. Donc, si on applique tout ça, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus tant de place à l'improvisation ou qu'il n'y a plus tant de place à la créativité là-dedans. Mais on va venir la chercher autrement. Donc, mon conseil ici sur l'encadrement, c'est de fournir cette documentation-là ou même de fournir cette diapo-là à tous ceux qui peuvent être partie prenante du projet, que ce soit les éducatrices, le responsable de l'alimentation, que ce soit les membres de votre CA ou une municipalité, par exemple, qui est impliquée dans votre projet. Rappelez-leur que tout ça qui encadre, eux connaissent probablement la loi sur le bâtiment, la sécurité dans les édifices publics, mais pas tout ce qui encadre les CPE. Donc, c'est pas une mauvaise idée de leur rappeler qu'il y a tout ça qui vient bien avant les choix qu'on aimerait faire. Les choix des matériaux aussi. On parlait avec un CPE d'un type de plancher, ben il ne respecte pas le règlement parce qu'on demande une surface souple. Donc, voilà tout un paquet d'exemples. Maintenant, qui on peut impliquer ou qui on devrait impliquer? Parce que oui, je vous dis qu'il y a plein de règlements, mais en même temps, je trouve que c'est important d'impliquer les parties prenantes dans le projet. Donc, les membres du CA devraient être impliqués. Les membres du personnel aussi, éducatrices. Mais là où la responsable de l'alimentation, qu'on oublie parfois, on veut mettre l'alimentation, entre autres choses, au cœur des CPE.
Gazelle et Potiron, tout ce qui a été fait depuis des années pour donner le goût aux enfants de découvrir, d'avoir une alimentation différente, d'être curieux, ben, ça prend aussi que cette personne-là puisse être impliquée à un moment donné. Ensuite, ça, c'est rare qu'on le fait, d'impliquer les utilisateurs. Oui, on a quelques membres du CA qui sont parents, mais on a peut-être tous les parents qu'on aimerait sonder, ou en tout cas beaucoup plus que seulement les quelques membres du CA. Ensuite, vous avez peut-être des partenaires. On a plusieurs projets où c'est le CIUS qui est là, ça peut être une entreprise privée. On a des projets avec Bell Canada où il y a un CPE qui s'implante, ou avec les minières. C'est peut-être la municipalité ou une autre OSBL. Vous partagez peut-être des locaux, ou ça peut être de l'habitation aussi. On en a des projets en habitation, en copropriété ou en mixité avec de l'habitation sociale. Donc, d'avoir ces partenaires-là impliqués aussi. Puis finalement, ben, je ramène la municipalité au niveau de... La municipalité peut avoir différents rôles. Peut-être un rôle où elle ne peut-être pas donné de terrain ou de bâtiment, mais il y a un rôle au niveau de la communication. Les municipalités, en ce moment, cherchent, on est approché fréquemment, régulièrement par les municipalités pour savoir s'il y a un projet chez eux, si eux pouvaient déposer des projets, comment attirer, comment garder les familles, tout ça. Bien, il y a peut-être des municipalités qui voudraient être impliquées au niveau de la communication, ou même on en a beaucoup qui donnent des sous au CPE pour que le CPE s'implante, qui donnent des terrains, qui donnent des bâtiments, ou qui aimeraient prendre une dépense en particulier, l'aménagement de l'aire de jeu extérieur. Donc, dans ce temps-là, c'est un partenaire supplémentaire. On a fait une web aussi sur les municipalités, si vous ne l'avez pas vu, c'est dans les premières web, super intéressante par une responsable de l'urbanisme de la ville de Laval qui explique tous les échelons, tout ce que vous avez à passer dans une municipalité. Donc, si vous ne l'avez pas vu, un petit rappel que c'est là. Ce qui est important à retenir de ça, ben, c'est la mixité de partenaires qu'on a. Puis des fois, on en oublie là-dedans quelques-uns. On va oublier qu'il y a un responsable de l'alimentation où on va beaucoup miser sur les éducatrices, puis on n'a pas pensé à nos parents utilisateurs qui, eux aussi, vivent des enjeux avec nos bâtiments ou des fois des stationnements ou autres. Donc ça, c'est pour le qui. Maintenant, quand est-ce qu'on va impliquer? Ça, c'est peut-être le point le plus important. Je ne sais pas si vous êtes caché par un petit bandeau. Moi, j'ai mon petit bandeau qui cache. Peut-être que vous ne le voyez pas. Oups. Ça. OK. Donc, les différents moments où on peut impliquer. Et là, je suis venue vous mettre ici des étoiles pour... Quand on a 3 étoiles noires, c'est que c'est un bon moment, c'est une bonne étape pour les impliquer. Quand j'ai des étoiles blanches, je ne devrais pas trop les impliquer là-dedans, soit parce que j'ai tellement de règlements que ça crée des frustrations entre ce qu'on aimerait avoir puis ce à quoi on a le droit, ou parce que la responsabilité incombe à quelqu'un d'autre. Si c'est l'architecte, par exemple, ou même un ingénieur en structure, que quelqu'un dise que ce serait mieux d'avoir sur pieux, sur pilotis ou accroché dans les arbres le bâtiment, ben il n'y aura pas son mot si c'est pas l'ingénieur du projet. Donc, la première étape, et là, je parle d'agrandissez, vous agrandissez votre parc immobilier, vous avez un bâtiment, vous ajoutez une installation complète, de revoir vos valeurs et votre programme éducatif, c'est pas une mauvaise idée. De toute façon, quand vous allez déposer à la fin tous vos documents, vous allez devoir remettre, encore une fois, votre programme éducatif. Et ça, vous devriez revoir vos valeurs puis votre programme éducatif. Est-ce que ça s'applique tout le temps? Est-ce que ça s'applique quand on a 4-5 installations? Est-ce que ça s'applique encore mieux? Donc, il y a un point là où on devrait vraiment travailler avec une mixité, puis beaucoup avec nos éducatrices là-dessus. Des fois, ce n'est que pour un rappel. Peut-être quelles sont nos valeurs puis notre programme éducatif, la fondation de ça. Mais il y a beaucoup de travail à faire là. Ensuite, dans le choix des opportunités, on est à la recherche d'un terrain, d'une location, d'un bâtiment à acquérir. Bien, oui, on peut impliquer, mais en bout de ligne, c'est beaucoup le ministère qui a son mot à dire sur l'opportunité qui est retenue. Oui, on va présenter peut-être juste une opportunité, mais c'est vous
et votre chargé de projet qui allait documenter pourquoi cette opportunité-là est la meilleure. Cependant, on peut demander à notre personnel, aux membres du CA, à la municipalité, à tout le monde, avez-vous des opportunités? On va en faire la liste, puis on va les regarder, puis on va voir ce qui est le plus intéressant. Mais c'est pas mal plus vous, au niveau de l'opportunité, qui est à même de savoir qu'est-ce qui répondrait bien à votre clientèle. Si vous ne le saviez pas, par contre, et là, vous avez une liste à pu finir, une liste d'attente à pu finir, bien, ce serait peut-être une étude de la liste d'attente pour savoir où cerner l'opportunité ou se positionner à quel endroit. Ensuite de ça, au niveau des plans et du mobilier fixe, c'est là où notre enjeu est le plus grand. La plupart des éducatrices, le personnel veut être impliqué, mais c'est là où ils ont le moins leur mot à dire. C'est là où il y a le plus de frustration. Parce que la première diapo où je parlais de toute la réglementation, mais c'est tout ça qui vient encadrer la disposition des locaux, la grandeur. Il ne reste pas beaucoup de choses à discuter là ou à venir décider. Ça va relever des fois d'un petit comité peut-être du personnel, mais qui ne seront pas tant au début et peut-être plus une fois aux esquisses où ils vont pouvoir regarder les plans. Puis, par contre, quand je vais vous parler des activités puis comment implanter, comment impliquer, il y a une façon d'impliquer en amont des plans pour aller relever qu'est-ce qu'on aime de notre bâtiment puis quels sont nos irritants pour quand même orienter l'architecte. Si votre installation actuelle, par exemple, la cuisine est en avant, qu'on rentre dans le CPE, puis qu'on arrive dans la cuisine, puis qu'on s'en va dans les locaux, puis ça, c'était vraiment pas pratique. Ou au contraire, vous avez quelque chose d'extraordinaire, une cuisine centrale, puis tous les locaux sont autour, puis la cuisine est vitrée de tous bords, de tous côtés. Ben oui, on pourrait vouloir recréer ça, ou il y a des choses qu'on voudrait ne pas recréer. Ça, on peut le mentionner dès le départ. Ça a un impact sur les plans. Mais on n'est pas en train de regarder tout le monde ensemble les plans et dire, peut-être que le mur ou peut-être que la toilette, je l'aurais tassé 3 pouces à droite, puis là, l'architecte dit oui, mais on ne peut pas parce que le code dit telle chose. C'est pour éviter ça aussi. Là où ils peuvent avoir un impact intéressant, votre personnel, c'est sur le mobilier mobile. C'est tout ce qui est table, chaise, ça, il y a du temps à passer, il y a des commandes à faire. Puis en ce moment, quelqu'un me disait les commandes, c'est 6 mois de délai au minimum en ce moment. Fait que si on devait se questionner sur quelque chose, ben c'est là-dessus. Dès qu'on a des plans qui sont en esquisse ou en tout cas qui avancent, on devrait commencer à faire nos listes de matériel, de mobilier, commencer à faire les commandes, regarder les budgets surtout là-dessus, puis passer cette étape-là. Et là, on peut travailler en commun avec le personnel, puis même les membres du CA là-dessus. Même chose sur équipement de cuisine, buanderie, ça a du personnel, des bureaux. Il y a un travail à faire, là, à se questionner dans l'espace qu'on a, qu'est-ce qu'on entre, puis qu'est-ce qui est une priorité. Est-ce qu'on a besoin des chariots? Est-ce qu'on a besoin de 10 chariots? Ben, on va les mettre où? Ça, on a de l'implication, puis on a à se questionner là en amont des plans. Maintenant, là où les comités, autant de travail, où les sondages, où les questionnaires sont intéressants, c'est sur l'aménagement de l'aire extérieure de jeu, sur l'aménagement extérieur et surtout sur le recrutement du personnel et des familles. Comment on va, ça, il faut le commencer plus tôt que tard, commencer à penser pas tant à recruter, mais quelles vont être nos méthodes de recrutement. Vous le saviez mieux que moi, la pénurie de main-d'œuvre touche les CPE et pas à peu près. Mais comment on fait pour recruter d'une autre façon? Mylène, qui est dans notre équipe par le passé, avait même travaillé, elle était en poste de direction et avait travaillé un volet carrément marketing pour comment je les attire, comment je pense aller recruter d'une autre façon que juste par Job Boom et autres. Comment je fais ça? Et si ce n'est pas en allant dans les centres de formation directement, de quelle façon je pourrais être originale dans ma façon de recruter, mais également de mettre en valeur mon programme éducatif pour attirer un personnel ou mes installations ou ce qu'on fait à l'intérieur. Et finalement, penser à l'ouverture. Est-ce qu'on fait un gros party? Est-ce qu'on fait un happening? Qu'est-ce qu'on fait au moment de l'ouverture? On a travaillé fort pendant des mois.
on ouvre, ben le penser puis le préparer, ça, d'avoir votre personnel impliqué là-dedans, et même, je dis le personnel, mais tout, là, on parlait de mixité tout à l'heure, d'avoir également les parents, les utilisateurs, les membres du CA, d'essayer de voir comment on fait mousser cet événement-là qui est important. Ce qu'on retient, par contre, parce que là, on a parlé de 9 sujets, c'est facile de s'éparpiller, ben, on implique sur un sujet à la fois, de notre plus grand à notre plus petit. Donc, de nos valeurs à notre mobilier. Commençons à travailler sur nos valeurs, notre programme éducatif, puis on a peut-être besoin d'un plus petit comité sur le mobilier ou vous avez peut-être quelqu'un qui s'y connaît plus. Essayons de voir où on peut les impliquer, mais dès le départ, en regardant ça, puis en disant où est-ce que j'aimerais impliquer mon équipe, puis jusqu'où je suis prête à les impliquer, on est prêt à les impliquer sans que ça retarde le projet, puis sans que ça crée de la frustration. Puis ça, il faut y penser avant. Parce qu'on se retrouve souvent que, OK, là, on a engagé notre architecte, puis là, ben, le personnel, les membres du CA, même les parents qui entendent parler de ça, sont super excités, puis ils veulent tous avoir leur mot à dire. Ben, à quel moment on a besoin, puis à quel moment, dès le départ, se faire un plan de match d'implication. À quel moment et qui on implique. Et là, on part ça rassure tout le monde, puis ça donne la direction et la motivation, elle est là, à ce moment-là. Ensuite, pourquoi on implique? Ben, j'en ai parlé à quelques reprises déjà. C'est une grande motivation d'avoir un projet de développement. C'est l'adhésion aussi au CPE, au projet, aux valeurs. On le redisait, de rappeler le programme éducatif. C'est une adhésion à tout ça. Il y a eu beaucoup de mouvements de personnel. Vous êtes en plein recrutement, vous avez une pénurie, mais de rappeler les valeurs du CPE, de rappeler les orientations ou même de les retravailler, c'est le moment de faire ça. Ça permet aussi de trouver des idées. Des fois, on est bloqué sur quelque chose parce que peut-être que le terrain ne nous permet pas d'avoir une aire de jeu carré ou rectangle, mais l'aire de jeu extérieure va être en long. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les utilisateurs, parents, membres du CA, le personnel, mais des fois, ils vont arriver avec une bonne idée pour solutionner un problème. Je le disais à la diapo avant, un sujet à la fois, un problème qui est nommé, puis on le règle. Parce que si on part à travailler sur tout, trouvons des idées pour mais sky is the limit. Là, malheureusement, on n'est pas dans sky is the limit. Ça permet aussi d'identifier puis de solutionner des problèmes qu'on a peut-être avec nos installations actuelles ou qu'on envisage, qu'on voit déjà venir parce que on a un projet qui s'installe sur une rue qui est très passante. Ça va être un problème. Mais est-ce qu'on a des solutions? Puis là, ça passe pas. Là, on n'est même plus dans la construction comme telle, mais on va être à contacter la municipalité. Est-ce qu'on peut avoir un ralentisseur? Est-ce qu'on peut avoir un stop? Est-ce qu'on peut avoir ci? Est-ce qu'on peut avoir ça? Mais ça, d'impliquer les gens là-dedans, c'est excellent, c'est extraordinaire. C'est là où vous en avez le plus besoin. Ça permet aussi d'améliorer le projet à certains niveaux. Vous avez peut-être des éducatrices qui ont fait 3, 4, 12 CPE puis qui ont vu des choses ailleurs. Puis ça, c'était super, c'était pratique, ça marchait bien, tout le monde aimait ça. Ça, c'est une bonne idée d'avoir ces informations-là. Puis, c'est aussi pour répondre aux utilisateurs. Puis quand je dis répondre, c'est répondre à leurs besoins. Puis les utilisateurs, c'est qui? C'est pas que les parents, mais c'est les enfants, c'est les éducatrices, c'est le responsable de l'alimentation, c'est le concierge même qui vient. Concierge, si on a des bâtiments de 3-4 étages, une cuve seulement au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'ascenseur, pas de monte-charge. C'est extraordinaire quand on est en train de faire les plans parce qu'on dit on n'a pas beaucoup de place, la conciergerie. Mais imaginez un concierge qui monte les étages avec sa chaudière ou même tout son kit plein d'eau pour les étages supérieurs. On n'a pas pensé à cet utilisateur-là à ce moment-là. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment on les implique? Et là, il va y avoir différentes façons. Puis, toutes ces façons-là ne s'appliqueront pas. On a vu tout à l'heure les 9 points où on pouvait les impliquer. Et toutes les façons ne vont pas avec les 9 points. Donc, je m'explique.
On peut faire des comités. On peut constituer un comité, idéalement un comité qui va être mixte, puis on va aller vers 5 personnes compétentes. Et là, on cherche plutôt une homogénéité dans notre, puis je vais vous expliquer plus en détail, dans nos membres. Puis quand je dis 5 personnes compétentes, c'est que si on a un comité qui travaille sur l'aire de jeu extérieure, ben j'ai besoin d'avoir des gens qui ont des points à apporter et c'est pas seulement « Ah, ça a l'air le fun, puis il faut avancer ». Donc, si j'ai quelqu'un, une éducatrice qui a fait plusieurs installations, dans la région ou ailleurs, qui arrive avec l'idée, j'en ai vécu des choses, puis je veux les partager, ou quelqu'un qui est de la municipalité qui s'occupe des parcs, un parent qui fait de l'excavation, par exemple, mais d'aller constituer une équipe qui va pouvoir travailler sur l'objectif. Donc, si l'objectif, c'est d'aménager l'aire de jeu, je vais essayer de trouver au maximum 5 personnes qui vont apporter quelque chose, qui vont apporter des idées, puis qui connaissent le problème qu'on a. On va dire ça comme ça. Le problème qu'on veut solutionner. Ensuite, on peut avoir des groupes de discussion. Ça, c'est différent. Là, j'ai mes comités qui vont se pencher sur des questions particulières. Je pourrais avoir un comité, je reviens au point 1, je pourrais avoir un comité mobilier. Et là, on va choisir le mobilier. On va informer ce comité-là de la somme d'argent qu'ils ont, des besoins en mobilier qu'on a, et ils vont commencer à faire le magasinage, puis dire, bon, ben OK, on a besoin d'une table de ci, de ça, et ils vont faire ça en comité. Un parent pourrait être membre du CA impliqué aussi, puis il pourrait avoir même la responsable de l'alimentation parce qu'il va avoir là-dedans le mobilier qui est non fixe, mais également le mobilier de cuisine, buanderie, ça m'amène ensuite à mon groupe de discussion. Mon groupe de discussion, là, j'ai plus un groupe qui est hétérogène. Et on va déterminer un sujet à l'avance, puis là, on va être plus en mode, c'est-à-dire brainstorming, où on ne connaît pas, on n'a personne de compétent et on veut parler d'un sujet. Et ça pourrait être, cette fois-ci, plus sur le recrutement du personnel, tiens. Notre recrutement du personnel. Comment on va faire pour se démarquer de tous les autres qui cherchent au souci du personnel? Et là, j'aurais une mixité de personnes. Je pourrais avoir quelqu'un de la municipalité, je pourrais avoir un membre du CA qui est là, je pourrais avoir quelqu'un qui s'y connaît en RH et je pourrais avoir un membre du personnel qui est là peut-être plus pour rapporter son expérience. Je pourrais avoir un membre du personnel qui est là depuis longtemps, puis un membre du personnel qui vient d'arriver. Après, j'ai une mixité, j'ai une hétérogénéité et là, on discute pour traiter ou pour solutionner le recrutement du personnel. On a déterminé à l'avance le sujet. Notre objectif, c'est trouver des façons de recruter le personnel qui sont innovantes. Et ça, c'est un groupe de discussion va très bien fonctionner pour ça. L'autre, c'est là où on veut impliquer pour avoir des informations, mais où on n'a pas besoin que les gens soient à une table de discussion nécessairement. On veut qu'ils prennent du temps, qu'ils nous répondent à une question particulière. Encore là, on a un objectif. Avant de dire, bon, mais je fais un questionnaire, ça va être quoi mon objectif? Puis on peut l'envoyer à tout le monde ou on peut l'envoyer à des sous-groupes. Et là, si je l'envoie à tout le monde, ça pourrait être, c'est comment voyez-vous le futur stationnement, par exemple. Et là, vous allez avoir de la part de votre personnel ce qu'ils vivent, puis de la part des parents ce qu'ils vivent, qui est deux choses complètement différentes probablement. Parce que le parent veut déposer rapidement son enfant et le personnel veut avoir une place, peu importe son heure ou son horaire, veut s'assurer d'avoir une place de stationnement. Et d'un autre côté, vous êtes là pour dire, OK, la municipalité nous oblige à tant de stationnements, peut-être 15 stationnements. Comment on va faire avec 15 stationnements alors qu'on a déjà 13 éducatrices et éducateurs membres du personnel? Il nous reste 2 places. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, le sondage va venir vraiment comprendre les enjeux de chacun de ces groupes-là. Puis finalement, les 2 derniers, et je vais parler de ceux-là un petit peu plus loin, on va faire même un exemple, c'est le design thinking, l'idéation. Et je vais vous parler tout de suite de mon exemple où on a fait une rénovation majeure dans un CPE qui était très vieux, qui avait du mobilier excessivement vieux et qui
qui était chargé de tout bord, tout côté. On est arrivé là avec un mandat qui était de mettre ça au goût du jour. Mais au-delà de ça, quand moi je suis arrivée dans l'installation, c'est pas ça que je voyais et c'est pas ça que j'entendais. Fait qu'on est venu faire une de ces activités-là dont je vous parle dans la prochaine diapo pour cerner quel était le besoin puis pour prioriser. C'était au-delà des couleurs puis du mobilier, ce qu'on s'est rendu compte. Fait que je vous en reparle. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on vient écrire sur un post-it ou un bout de papier des idées en réponse à une question, encore là. Puis ensuite, on vient voter. On va faire l'exercice après. Ou il y a le brainwriting. On va inscrire une question à laquelle on veut répondre, puis on va passer la feuille pour avoir des réponses. Et là, tout le monde va s'inspirer de ce qui a été dit déjà ou va dire le contraire. Fait que ça, c'est deux façons intéressantes. Mais dans tous les cas, ça prend des objectifs clairs, d'y avoir pensé pour vous avant, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir par cette activité-là ou par cette implication-là. On s'attend à quoi du comité? On s'attend à quoi du groupe de discussion? Et ça nous prend une durée limitée. Donc, ça nous prend, si on est en comité ou en groupe de discussion ou même en design thinking, ça nous prend un ordre du jour avec une minuterie. Sinon, ça peut partir pour des jours et on n'arrivera à rien. Fait que ça demande une préparation de votre part ou de la part de la personne qui va animer ça pour s'assurer d'atteindre l'objectif et que ce soit clair pour tout le monde. Je vous donne deux exemples ici pas mal plus clairs. Donc, ça y est. OK. Donc, le premier, c'est au niveau des plans. Disons qu'on veut impliquer les gens au niveau des plans, on pourrait le faire de deux façons. La première, que moi j'appelle en phase 1, on peut impliquer qui? Tout le monde. Quand? Dès le début du projet. Pourquoi on va le faire? C'est pour une adhésion au projet. Puis de quelle façon on va le faire? C'est par un questionnaire. Mais c'est pas un questionnaire où là, on va se lâcher lousse, mais c'est un questionnaire qui aurait, par exemple, les deux questions que vous avez à droite. Des questions ouvertes, mais quand même positives, de type pour vous. Quels sont les 3 éléments de vos locaux et des espaces communs du CPE que vous aimeriez conserver dans le futur? Ça peut être reformulé. On l'a déjà formulé. Si vous aviez qu'une chose à garder de ce CPE-là, ce serait quoi? Quel est votre meilleur, quel est l'élément innovant de votre CPE? J'ai vu dans un CPE, ils ont inventé une table à langer qui était à roulette, qui sortait du mur parce qu'il n'y avait tellement pas d'espace, c'était un enjeu. Mais ils ont fini par développer ça. Et si je leur demandais à eux, qu'est-ce que vous voudriez garder? Ça, je pense qu'ils l'implanteraient partout. Donc, s'il y avait 3 éléments, ça peut être 5 éléments, ça peut être nommer tout ce que vous voulez de vos locaux que vous aimez, que vous voulez garder. Ça peut aussi être sur l'aire de jeu extérieur. Nommer ce que vous aimez de l'aire de jeu extérieur puis que tu voudrais absolument retrouver. Ensuite de ça, là, on va aller cerner qu'est-ce qu'on aime moins. En général, là, la méthode sandwich, on va aller en chercher 3 qu'on aime contre 1 qu'on aime moins. Pour vous, quel est le plus grand irritant de vos locaux ou des espaces communs du CPE? Cet exercice-là permet soit de faire le deuxième exercice ou de voir une tendance. Une tendance où tout le monde va peut-être dire que le plus grand irritant, c'est l'entrée principale parce que c'est trop petit, parce qu'il y a 2 portes, parce qu'il y a un code. Je ne le sais pas, mais tout le monde a peut-être le même irritant, alors que quand quelqu'un parle du bâtiment, il va dire « Ah, les couleurs sont plus belles, sont pas à jour », mais l'irritant profond est peut-être complètement ailleurs. Donc ça, c'est en phase 1. On veut aller comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'on garderait, puis ça vient alimenter, si on donne ça à notre architecte ou au chargé de projet ou à quelqu'un qui fait l'agrandissement, ou même si on avait directement un entrepreneur, parce que je ne suis pas nécessairement pour cette activité-là en construction, je pourrais être en rénovation. Bien, en rénovation majeure, voici, je pose ces questions-là, une forme de questions qui ressemble à ça, à mon équipe. Ça peut être aux parents utilisateurs aussi. Est-ce qu'il y a 3 éléments que vous aimez du CPE qui peuvent être dans les espaces communs ou que
vous trouvez irritant. Peut-être que le vestiaire, c'est un vestiaire commun ou le vestiaire de la pouponnière est très loin, puis il est pas, ils n'ont pas de place où poser les enfants quand il y a les déshabillés, puis vous allez vous rendre compte que ça revient continuellement et que dans un nouveau projet, on aurait peut-être intérêt à se questionner là-dessus ou à s'y pencher. On arrive à l'activité 2, on est encore avec les plans. Si vous vous rappelez, dans les différentes phases, j'ai dit les plans, c'est là où j'impliquerai personne. Par contre, je les impliquerai pas à faire des plans ou à commenter des plans, mais je les impliquerai, je vous disais, en amont. Donc, premier exercice, première phase, par un questionnaire. Deuxième phase, encore là, on peut le faire avec tout le monde, en début de projet, toujours la même raison, l'adhésion au projet. Et là, c'est mon projet, mon exercice post-it. C'est un exercice de co-création. Puis, comment ça fonctionne? On peut poser les mêmes questions. Qu'est-ce que vous aimez de votre bâtiment actuel? Puis, c'est quoi les plus grands irritants? Et là, ils vont répondre tout ce qu'ils ont en tête, mais un élément par post-it. Donc, j'aime pas la couleur, ça va sur un post-it. J'aime pas la porte d'entrée, ça va sur un autre. Ils vont sortir tout ce qu'ils ont en tête. Ça se fait bien sur place. En contexte de COVID, il y a plein d'outils qui ont paru en ligne où on peut faire le même exercice en ligne, où tout le monde a accès au même tableau, puis vient mettre ses post-it. Ça fonctionne bien aussi. Et là, tout le monde vient pitcher ses affaires. Donc, tout ce qu'on aime puis tout ce qu'on n'aime pas. Idéalement, là, faites-le en 2 tableaux. Commencez par tout ce que vous aimez. Là. On commence par tout ce qu'on aime, puis une idée par post-it. Et là, on vient toutes les mettre. Et après ça, on essaie de les regrouper. On va regrouper ce qui se ressemble. Donc, si j'en avais un qui aimait la couleur, l'autre qui aimait je sais pas, la peinture, puis l'autre qui aimait les touches de déco. Bon, mais eux, je vais tout mettre ça ensemble. Puis, donc, une fois que j'ai regroupé, je vais faire voter. Tout le monde va avoir 5 votes. Ils peuvent mettre le vote sur un élément. Ils peuvent mettre leurs 5 votes sur quelque chose qu'ils garderaient ou ils peuvent disperser leur vote. Donc, je m'explique. Si on a regroupé, puis on a un regroupement, c'est la couleur. On a un regroupement, c'est on aime les accès, puis la position de la cuisine. On aime la cuisine là où elle est. Mais chacun a 5 droits de vote, puis il va dire s'il y avait une chose qu'on devait garder. Si j'ai 5 votes, puis je peux les mettre là-dessus sur on va garder ça pour la prochaine installation. Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, il y en a qui vont peut-être dire, moi, j'aime autant la couleur que la cuisine. Parfait, je viens voter. Alors que quelqu'un d'autre va dire, non, la cuisine, là, si on avait une chose à garder, ce serait ça. Je mets mes 5 votes là. Et ça nous permet, une cohésion d'idées, puis de se rendre compte. Et je vais vous expliquer après l'expérience qu'on a fait dans le même genre avec le CPE Picasso, qui était ma fameuse rénovation majeure. Ça permet tout le monde d'avoir un langage commun, puis tout le monde de s'entendre sur des idées, puis de faire effectivement, la cuisine, c'est vraiment ce qui nous démarque, puis ce qu'on devrait garder si on faisait un autre projet. Ou au contraire, si on va sur les irritants. Et là, c'est mon exemple du CPE Picasso. Donc, CPE Picasso qui est très vieux, je vous le mets en contexte, il est dans un hôpital, c'est des locaux. L'hôpital, c'est du mobilier de l'hôpital qui date des années 70. Donc, quand j'arrive, c'est ça. C'est l'hôpital qui a peint avec ses restes de peinture, donc c'est criard comme couleur, c'est de tout, là, tout. Puis on fait des mix, là, ils se sont lâchés lousse, puis personne n'est capable de ça. Des couleurs, du mobilier, le mobilier tient au duct tape. Là, on est rendu à une rénovation majeure. Ils ont un bloc de toilettes qui est central, donc ils n'ont pas de toilettes entre les locaux. Puis, c'est pas mal ça. Leur porte d'entrée donne dans le corridor de l'hôpital. Et là, le mandat qu'on nous donne au départ, nous, c'est de mettre ça au goût du jour. Parce que les couleurs sont pas belles, puis le mobilier est vieux, puis il n'est pas beau non plus. Et là, en parlant avec les éducatrices, je me rends compte puis en regardant le mobilier, puis je me rends compte, moi, que le bruit est tellement intense dans ce CPE-là, ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a d'autres irritants. Et là, je leur propose de faire cette activité-là. Et on travaille sur 2 points. Qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on aime, puis qu'on ne mettrait pas à terre, puis qu'est-ce qu'on voudrait changer. Étonnamment, le bloc sanitaire,
comme il est, là, le bloc de toilette, tout le monde le garde. Tout le monde était d'accord pour ça, là. On ne changerait pas ça si il y a une chose qu'on garderait, finalement, ce serait ça. Mais on aménagerait peut-être des bancs autour pour quand il y a une période d'attente. Parfait. On s'est rendu compte que le plus grand irritant, là, c'était pas le look du CPE, c'était le bruit et la luminosité. Donc, on a fait l'exercice, tout le monde a sorti ses irritants. Puis là, ben, la lumière, c'est juste on-off, puis c'est des néons. On n'a pas de. Souvent, on les garde fermés, puis on joue avec les rideaux pour être capable d'avoir une luminosité qui est correcte. Le bruit est excessif. Tout le monde le dit. Ben, quand je vais dans d'autres CPE, c'est pas fort comme ça. Puis il y a d'autres choses irritantes. Là. Il y a des irritants qui sont les vestiaires sont pas beaux, les crochets tombent, peu importe. Et par vote, finalement, ce qui était les plus grands irritants, c'était le bruit et la luminosité. C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Alors que quand moi je suis arrivée, je venais faire une redécoration de CPE. On est parti complètement sur autre chose après avoir fait cet exercice de co-création pour se rendre compte que les réels irritants, on pouvait finalement laisser le mobilier puis la peinture, mais que si on réglait le fait que la luminosité, on n'avait aucun contrôle dessus, puis que c'était de la lumière au néon jaune quand on allumait, et que on pouvait faire quelque chose sur le bruit, le reste devenait moins grave. Ben, en bout de ligne, on a travaillé sur tout, mais on a fait ça en différentes phases. Et on est venu, pour faire une histoire courte, il y avait des plafonds de 13 pieds de haut en béton. Donc, ce que fait le son, c'est que le son, c'est des ondes, il rebondit quand il arrive sur une surface qui est dure. Fait que le son rebondissait puis il revenait. Il rebondissait partout des murs du plafond. C'était cacophonique, ça n'avait pas de bon sens. Donc, on est venu baisser les plafonds. On les a quand même gardés hauts parce que c'est le fun d'une hauteur, mais on est venu baisser presque de 2 pieds les plafonds pour arriver plus à un 10-11 pieds avec de la tuile acoustique qui, elle, a comme pouvoir d'absorber le son et de ne pas tout relancer comme une balle qu'on aurait lancée. Donc, on est venu faire ça en priorité. Ça a fait une transformation majeure sur le CPE. Et ensuite, ben, on est venu jouer sur la lumière où on a changé tous les appareils pour mettre des appareils au LED, puis pour mettre des interrupteurs avec gradateur où on peut augmenter la luminosité. Et ces deux éléments-là ont fait un premier changement majeur. La couleur puis le mobilier est devenu moins urgent, alors qu'initialement, on était là pour ça. Donc, voilà pour la petite histoire. Je vous ai mis le lien si vous voulez faire en ligne un de ces exercices-là. Il y en existe plein d'autres, mais celui-là est bien. On va aller voir si on peut y accéder. OK. Donc, vous arrivez directement sur cet outil-là. Vous pouvez nommer votre projet. On va le nommer développement. Puis, vous venez ici ajouter un post-it. Donc, on ajoute, puis là, je dis, bon, moi, c'est la couleur que j'aime pas. Parce que là, on pourrait faire le tableau de ce qu'on aime pas. J'aime pas le vestiaire. J'aime pas, je sais pas quoi. Là, tout le monde a mis ses post-it. On a essayé de les regrouper. Donc, disons que ce qui est plus de l'aménagement puis des corridors peut être là, puis ce qui est plus des couleurs pourrait se retrouver ici, puis faire l'accès. C'est pas le choix. Bon. Et vous avez ici pour voter. Et là, je dis que j'ai 5 votes. Bon, mais parfait. Moi, c'est vraiment le vestiaire qui mérite le plus parce que 10 fois par jour, il faut que j'aille au vestiaire. Puis tout le monde a sa petite couleur. Puis 10 fois par jour, je vais au vestiaire, puis c'est pas commode parce que je dois passer par un autre local. Puis là, je mets de la neige partout, puis je sais pas. Donc, en bout de ligne, ce sur quoi on va intervenir, c'est sur le vestiaire. Bien, on fait le même exercice sur ce que vous aimez de votre bâtiment actuel, puis ce que vous n'aimez pas, ce qu'on voudrait absolument retravailler. Et de cette façon-là, quand on arrive à la conception des plans avec l'architecte, on est en mesure de dire, mon exemple de vestiaire, un vestiaire qui est central, puis où je dois passer par un local pour y aller, on n'en veut pas de ça. C'est ça l'élément qu'on veut absolument gagner. Ça peut être plus qu'un élément. Là, je parle d'un élément pour vous donner l'exemple. Ça peut être plus d'un élément où on va travailler. Là, je vais retourner à
présentation. Maintenant, pour que l'implication de tout le monde soit un succès, bien, il y a quelques facteurs de succès, puis j'en ai parlé, mais je le rappelle. Un sujet à la fois, un objectif aussi à la fois, avec des limites, puis tout ça soit clair. Si mon objectif, c'est de travailler sur l'achat du mobilier qui est mobile, donc table, chaise, bassinette, tout ça, bien, l'objectif, ce n'est que ça. C'est pas à ce moment-là que je parle de déco. C'est pas à ce moment-là que, oui, si ça teinte le projet puis qu'on veut absolument que des meubles bleus, bien, oui, il faut le savoir, mais autrement, on a peut-être à se questionner avant de faire l'achat du matériel. Notre objectif pourrait être de travailler sur est-ce que le mobilier, on veut qu'il soit durable? Oui. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de mobilier durable au Québec? Qu'est-ce qu'on a de disponible? Quels sont les coûts? Au-delà de je fais un choix puis je magasine, mais se questionner sur l'objectif de mon comité ou de mon groupe de discussion sur le mobilier serait quoi? Ou je veux du mobilier qui s'adapte, qui peut, une chaise qui a 3 fonctionnalités, qui peut se transformer en lit, puis en chaise haute, en chaise basse et autres. Bien, le comité aurait que ça comme objectif. Un objectif qui est clair, qui est limité. Ensuite, les rencontres avec un ordre du jour, puis des durées, des attentes et une conclusion de tout ça. Alors, s'il y a des rencontres pour mon mobilier, bien, au bout de la première rencontre, je m'attends à quoi? Est-ce qu'on a besoin de parler des fournisseurs? Est-ce que ça pourrait être ça? Première rencontre, on fait la liste des fournisseurs qu'on connaît et on a peut-être 1 heure pour faire ça. Mes attentes seront d'avoir une liste, puis peut-être de donner un mandat à quelqu'un du comité, de dire, ben, parle à d'autres CPE, est-ce qu'il existe d'autres entreprises qui vendent du mobilier, puis on n'est pas au courant? Et ma conclusion, c'est quoi? C'est voici la liste, on leur a parlé, puis ils ont tous 6 mois de délai. Bon, parfait, on a atteint notre objectif 1 ou notre rencontre 1 qui était sur identifier les fournisseurs, puis connaître leur délai. Parfait. On a parlé de 5 personnes au maximum, d'une mixité. Alors, autant, oui, du personnel, mais de membres du CA que de membres de la communauté ou des partenaires ou autres. Attention aux experts. Ça, je l'ai eu souvent, je le rencontre souvent. On avait sur un CPE une maman qui était nutritionniste. Elle voulait absolument s'impliquer dans le projet cuisine. Et là, je vous ramène à notre diapo 1 qui est, on a des lois, on a des règlements qui encadrent ça. Au-delà de elle, comme nutritionniste, elle pense que ça prend une cuisine de restaurant, mais on n'a pas les sous pour le faire. La réglementation ne nous y oblige pas, donc ça ne passera pas. Fait que oui, c'est une experte, puis elle a l'expertise dans son domaine de nutrition, mais on a un cadre budgétaire à respecter aussi. Ou j'ai eu un projet d'un ingénieur qui était vraiment flyé puis qui était le fun, où on avait un problème avec les vestiaires. Donc, lui, il avait pensait à un système de poulies. C'est un papa membre du CA. Un système de poulies pour qu'on puisse monter et descendre les manteaux. Et là, je dis, hey, j'imagine déjà ça, la journée où on a tiré trop sa poulie puis c'est tombé. Ou 10 fois par jour, on monte puis on descend les manteaux, là. Pensant à l'ergonomie et tout ça, ça peut être une solution qui a été retenue, mais lui était comme, c'est ça la solution, puis il tenait à sa position et on a fini par dire, OK, oui. L'expert, donc attention aux experts qui vont mener la discussion alors qu'on est là pour entendre les 5 personnes. Là. Ça, c'est un petit attention. Par contre, ces experts-là, des fois, sont hyper intéressants, puis vont amener des solutions puis des bonnes idées. Je fais seulement un attention à. Faut aussi, en fin de comité de rencontre ou même avec les post-it, l'activité de post-it, penser c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que ça va avoir un impact sur l'échéancier? Qui va être responsable de tout ça? J'attribue des tâches. Qu'est-ce qu'on fait dans mon exemple où je disais, bon, ben, ils ont travaillé sur le mobilier, ils ont trouvé la liste des fournisseurs, ils ont les délais. À partir de là, on fait quoi? C'est quoi la prochaine étape? Bon, ben, on fait des listes de commandes, on passe une commande. Est-ce que le comité fait ça? Ou le comité font des recommandations, puis donc, à qui revient la responsabilité?
à qui on l'attribue, c'est quoi le suivi, quand est-ce qu'on fait un suivi, puis finalement, on informe régulièrement tout le monde. Donc, si on a un petit comité restreint de 5 personnes qui ont travaillé sur le mobilier, ben, à un moment donné, puis probablement que tout le monde aurait voulu travailler sur le mobilier, ben, c'est peut-être le temps, après 1 ou 2 rencontres, de dire, bon, ben, on est là, voici les choix qu'on a faits, voici les choix que ce comité-là a fait, puis voici ce qu'on va commander. Donc, informer le reste des gens ou informer même les membres du CA pour dire, bon, ben, on a fait notre liste de matériel, on s'en va vers ça, puis ben, ça fait le tour de ma présentation sur comment on peut impliquer, à quel moment et quel moment on ne devrait pas trop impliquer. Ou en fait, c'est pas tant pas impliquer, c'est de créer des attentes qui vont, en bout de ligne, créer plus de la frustration parce qu'on toutes les éducatrices voudraient dessiner les plans de leur CPE de rêve, tout comme les DG aussi voudraient dessiner. Et la réglementation fait que tu es rapidement ramené à un modèle qui ressemble au voisin parce que tu n'as pas tant je le disais, d'espace ou d'improvisation possible. Donc, de penser à ça, à vos comités, à comment vous allez impliquer, à quel moment, de les impliquer, mais à quelle phase, puis surtout sur les grands enjeux. Et là, je rappelle la diapo ou le programme pédagogique. Bien, ça, c'en est un de se re-questionner. Ça, c'est un enjeu majeur dans un développement d'installation supplémentaire. Je ferme ma présentation pour vous revoir la vignette. La présentation va être disponible en rediffusion, va être disponible aussi en PDF. Le lien, tout ça, va tout être disponible. Puis maintenant, si vous avez des questions, je suis tout oui. Je vais dans le chat. Des questions. Est-il possible d'avoir le PowerPoint? Oui, souvent les PowerPoint arrivent juste après parce qu'ils sont en cours de réflexion juste avant notre présentation. Je les prépare en ce moment, pas si longtemps d'avance. Donc oui, ça va être disponible sur le Blitz avec la rediffusion. Toutes les normes que nous discuterons aujourd'hui sont-elles applicables pour une installation temporaire? L'installation temporaire, loi et règlement sur le service de garde et tout ce qui est sécurité dans les édifices publics s'applique à une installation temporaire. Absolument. Donc, si c'est le nombre de sorties d'évacuation, la largeur des couloirs, par exemple, ça va s'appliquer absolument à une installation temporaire parce que imaginez, même si c'est plus souple pour une installation temporaire, imaginez qu'il y a une évacuation parce qu'il y a un incendie et qu'on se rend compte qu'il y avait seulement une issue de secours et que ça ne respectait pas les normes. Donc, assurément, il faut que ça s'applique. Oui. Là où le ministère est plus lousse, ça va être sur la superficie des locaux, ça va être puis là, je parle dans une installation temporaire, ça va être sur l'aire de jeu extérieur qui est peut-être pas aménagé, qui est peut-être plus loin que 500 mètres, c'est plus sur ces éléments-là que les locaux temporaires vont être plus lousses, vont être plus flexibles. Je peux aussi allumer vos micros là, si vous voulez poser vos questions. Si vous n'avez pas des questions sur l'implication des équipes, on peut prendre des questions sur là où vous êtes rendu dans votre développement, puis si vous rencontrez ou même vos expériences, là, vos projets avancent, vos équipes, est-ce qu'elles sont, puis là je parle des équipes, mais ça peut être les membres du CA, la communauté, est-ce qu'ils sont impliqués, comment vous les avez impliqués, est-ce qu'ils voudraient être impliqués puis ils ne se trouvent pas impliqués? Puis si vous n'avez pas le coup de me parler, c'est correct aussi.
Oui, allô? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Oui, j'ai une question. C'est Fritz. En fait, nous, on est dans un processus pour faire une installation. En fait, c'est pas une deuxième installation, mais de déménager. En fait, on est dans un bâtiment excédentaire. Vous parlez de comité, donc c'est très important. Mais comment on peut impliquer, par exemple, comme vous dites au début, les éducatrices, c'est au niveau d'immobilier, mais pas au niveau plus de plan, effectivement. Donc, est-ce que à l'étape où on est en train de chercher un chargé de projet, à cette étape-là, qu'on peut impliquer les éducatrices, c'est ça? Ben, dans la recherche d'un chargé de projet, à part de dire en connaissez-vous à votre personnel, aux membres du CA, bon, il n'y a pas tant de choses qu'ils peuvent faire là, mais je le dis au Non, niveau excusez-moi, non, c'est pas dans la recherche, je dis à cette phase. oui, tout à fait. Ben, cette phase-là, c'est le moment pour commencer à réfléchir. Vous quittez une installation où il y a des choses peut-être que vous aimiez beaucoup, autant dans vos pratiques, parce que ça peut être aussi dans les pratiques. Je vais donner l'exemple de casiers à la pouponnière qui vont donner sur les deux côtés. Là, que dans le local, on peut ouvrir la porte, puis dans le vestiaire, on a aussi accès. Là. On a accès des deux côtés. Il y a une porte des deux côtés qui est très pratique pour la pouponnière quand on change souvent les enfants plutôt que sortir dans le corridor chercher les vêtements excédentaires. Bon. Ça pourrait être quelque chose qu'ils voudraient absolument avoir dans la nouvelle installation. Puis, ben, c'est important de les nommer parce que après la partie chargée de projet, vous en allez vers un architecte. Que vous soyez en location ou que vous soyez en achat de terrain, de bâtiment, vous aurez un architecte. Oui, c'est ça, quand même. Donc, c'est là où on peut, avant que lui commence à faire des plans, lui amener nos besoins. Nos besoins. C'est ben, moi, j'ai besoin que les casiers, au moins pour la pouponnière, traversent des deux côtés. Si on avait ça, on aimait ça. Ou on l'a pas, mais les éducatrices ont vu ça ailleurs et aimeraient ça que dans notre prochaine installation, on ait ça. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, on ne travaille pas sur les plans comme tel, puis bon, ben, je mets la pouponnière en avant, puis ça en arrière, puis ça, mais on est plus dans donner des orientations à l'architecte sur l'organisation interne du local, oui. comme on voudrait tel. OK, c'est ça. Exactement. Puis, bon, mais on a peut-être des toilettes qui sont partagées par deux locaux. On a peut-être juste une, puis on se rend compte que ça marche chez les 18 mois, mais que quand tu es rendu chez les 4 ans, deux groupes de 4 ans, par exemple, qui seraient côte à côte, tu aurais plutôt besoin de deux toilettes que d'une toilette. Par votre vécu, ben, ça va orienter les plans. C'est surtout là-dessus qu'on peut plus que de faire rêver, puis ah oui, mon local pourrait être 2 fois plus grand, ben non, il ne pourra pas l'être parce qu'il ne sera pas financé. Mais par contre, l'opération, quand on est dedans puis qu'on l'habite, le bâtiment, ben ces irritants-là, ou même ce qu'on aime beaucoup, là, on dit ah ça, là, c'était dans mon ancienne installation, je voudrais absolument pas perdre ça, je voudrais avoir cette même chose-là. Ben, il faut le nommer puis pouvoir le présenter à l'architecte. Parce que des architectes qui connaissent des CPE, il n'y en a pas tant. Dans la région de Montréal, il y en a 2. Quels sont ces deux-là? Vous les connaissez? Ben, oui, puis je les recommande pas nécessairement parce qu'ils ont des idées très arrêtées, mais ils vivent pas dans votre CPE, ils vivent pas dans votre bâtiment. C'est vous qui êtes capable de leur dire, moi, je veux ça, j'aimerais ça. Et c'est peut-être même le temps d'aller visiter d'autres ou d'avoir un comité de CPE. Tu sais, on parlait de comité. Non, là. mais en fait, pourquoi je vous demande ça? Parce que je suis plein dedans, mais si c'est pas le fait de les recommander, mais si je les connais, admettons que mon chargé de projet, en fait, et puis au moment où ces deux éléments-là et ces deux personnes-là disent, ces deux architectes soumissionnent et puis moi, admettons que je ne bats pas non, mais quand même, est-ce qu'elle connaît, etc. Voilà. Juste... Vous savez, vous êtes soumis particulièrement pour l'architecture, la règle du plus bas soumissionnaire. Donc, si vous allez en SEAO ou autre chose, faites comme si j'avais rien dit sur les architectes, mais il y en a peu qui se connaissent en CPE, puis c'est pas une priorité qui se connaissent en CPE, pas du tout. La priorité, là, c'est qu'ils vous écoutent.
qui connaissent les règles, là, ils vont les lire comme règles de n'importe quel bâtiment. Là. Tu sais, Maison des aînés ont des règles particulières. Une cuisine ou un restaurant commercial va avoir ses règles. Ben, vous voulez surtout un architecte qui va être à votre écoute, mais capable de vous dire, ben, la loi ne permet pas ça. Par contre, permettrait ceci. Parfois, permettra justement ouvert à notre demande et à nos besoins en fonction de ce que nous croyons. Mais si les règles disent non, oui, je comprends en termes de réglementation, mais si les règles les permettent, mais c'est lui qui est arrêté avec ses idées, il veut à tout prix nous imposer, comme vous avez parlé tout à l'heure, de son expertise à tout prix. Ouais, j'aime ça. OK, merci. Mais pour revenir sur votre situation, c'est un bon moment pour, avant de quitter quelque part, ou même si vous dites, bon, mais on fait un comité qui est mixte, là, qui va être avec des parents, des éducatrices, mais d'aller peut-être voir d'autres CPE, en visiter d'autres. Oui, dans le réseau, vous connaissez peut-être sûrement d'autres CPE à proximité, puis ou des plus récents ou des plus vieux. Alors, les CPE, bon, qui sont plus récents un petit peu, là. Donc, vous parlez de Picasso, je pense que celle qui a Marie-Victorin, je pense que c'est ça. Donc, il y a la nouvelle installation dont vous avez parlé de Picasso dans la première installation qui est dans l'hôpital Rivière-des-Prairies, il me semble. Exact. Ça, c'est ce que vous avez rénové, c'est ça? Oui, mais on n'a rien changé de l'existant. On n'a pas joué sur les superficies, on a bougé aucun mur, on est venu jouer sur, justement, à l'intérieur. Les irritants qui étaient là depuis longtemps, mais leur deuxième installation à Marie-Victorin, qui est une excellente installation à visiter parce que c'est un projet, ils sont à même le cégep, puis le cégep qui offre la technique en éducation à la petite enfance, fait des observations. Ils ont des fenêtres d'observation en haut qui leur permettent de voir. Très intéressant comme installation. OK. Oui, c'est bon ça. Mais ça, d'en visiter d'autres, des fois, pour vous faire une idée, ou même des fois, on visite d'autres, puis on fait comme, ben ça, c'est bien mieux dans notre installation. Il n'y en a pas d'autres qui ont ça. Ben, je m'en souvenais même plus ça nous permet ça. Bon, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Avez-vous d'autres questions sur vos projets? Sinon, je sais que vous êtes plus qu'occupés entre une COVID puis une autre affaire puis un manque de personnel. Donc, je vous laisse vaquer à ça. Puis, n'hésitez pas, on a toujours le forum sur Blitz. Si vous avez des questions, on a le booking, vous avez un paquet de courriels pour nous écrire. Moi, j'aurais peut-être une question. Je ne sais pas si ça a changé pour les préfabriqués, s'il faut que ça soit fait. Moi, en fait, on a été sélectionné pour avoir un préfabriqué si ça nous intéresse. Sauf qu'on a un chargé de projet qui est déjà avec nous, qui est engagé depuis quelques mois. Mais là, je pense qu'il faudrait obligatoirement un chargé de projet de l'AQCPE pour ces projets-là, avec les préfabriqués. Oui, principalement parce que le préfabriqué a des normes très précises, a des choses à remplir. Donc, oui, absolument, c'est les chargés de projet de l'AQCPE parce que c'est un mandat qu'on a du ministère. Donc, c'est une entente avec le ministère et la QCPE, puis ensuite avec la QCPE et les CPE. OK. Parfait. Obligation. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tout ça va être en rediffusion, puis va être aussi disponible là, sur la plateforme, sur le web, le PDF, tout ça va être là d'ici demain, je dirais. Après-demain, vendredi au maximum. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt.